Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. Ce qu'on doit savoir sur le problème dans l'examen national. C'est un résumé qui contient tout ce qu'on doit savoir. Donc, comment gagner les points de la fonction dans l'examen national? Pour montrer que la droite d'équation y est égale à x plus b est une asymptote oblique de c de f au voisinage de l'infini, soit plus soit moins l'infini, on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini de f de x moins y. Si on trouve 0, ça veut dire que la droite est une asymptote oblique de c de f au voisinage de plus ou bien moins l'infini. Donc, il suffit de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y et trouver 0. Pour étudier la position relative de c de f et la droite delta, on calcule la différence f de x moins y, les intervalles dont f de x moins y est positif. Dans ces intervalles, on dit que c de f est au-dessus de la droite delta. Et sur les intervalles dont f de x moins y est négatif, on dit que c de f est en dessous de la droite delta, c'est-à-dire le signe de f de x moins y qui décide. Pour montrer que c de f admet un point d'inflexion, on a deux méthodes possibles. Soit en utilisant la dérivée première, soit en utilisant la dérivée seconde. Donc, le point A, f de A, est un point d'inflexion de C de f si f' de x s'annule en A et ne change pas de signe au voisinage de A. Ou bien, A, f de A est un point d'inflexion de C de f si f' de x s'annule en A, mais maintenant, elle change le signe au voisinage de A. Quelques fonctions vous permettent de déterminer les points d'inflexion à l'aide de f', mais par contre, d'autres fonctions, vous serez obligé de déterminer les points d'inflexion en utilisant la dérivée seconde. L'interprétation géométrique du résultat f' de x0 égale 0. Si f' s'annule en x0, alors dans le point de coordonnées AF de A, il y a une tangente horizontale. Donc, C de f admet une tangente horizontale au point de coordonnées x0, f de x0. Pour montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle AB, on applique le théorème des valeurs intermédiaires qui contient trois conditions. La première condition, f doit être continu sur l'intervalle AB. La deuxième condition, f doit être strictement monotone sur l'intervalle AB. Et la dernière condition, f de A fois f de B est négative. Maintenant, si on veut montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans R ou bien dans un intervalle qui contient l'infini, on applique aussi le théorème des valeurs intermédiaires, mais ici en changeant la troisième condition. Donc, les deux premières conditions ne changent pas. F doit être continu sur l'intervalle I et strictement monotone sur le même intervalle. Et maintenant, la troisième condition qui va être changée. On doit calculer l'image de I, f de I. Et on montre que 0 appartient à f de I. Pour calculer f de I, on fait par exemple, si on veut calculer f de l'intervalle AB, ça va donner l'intervalle f de A, f de B si f est croissante, ou bien l'intervalle f de B, f de A si f est croissante. C'est-à-dire, on ne change pas l'ordre si f est croissante, mais on change l'ordre si f est décroissante.
Si la fonction n'est pas définie en A ou bien en B, on remplace f de A ou bien f de B par la limite. Et aussi, en plus l'infini ou bien moins l'infini, on remplace l'image par la limite. Maintenant, pour montrer qu'une fonction est négative ou bien positive, en utilisant la notion de majoré, minoré, borné. Les cas possibles. Si on a un tableau de variation comme celui-là, 0 est une valeur minimale de g sur un intervalle i, alors quel que soit x appartient à i, g de x supérieur ou égal à 0. Si on a un tableau de variation comme celui-ci, 0 est une valeur maximale de g sur un intervalle i, alors quel que soit x appartient à i, g de x est négatif ou bien inférieur ou égal à 0. Et si on a un tableau de variation comme celui-ci, c'est-à-dire g est toujours croissante, on constate que 0 est une valeur maximale sur un intervalle et elle est minimale sur un autre intervalle. Donc, puisqu'il est valeur maximale sur l'intervalle moins l'infini a, donc g de x inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini a. Et 0 est une valeur minimale sur l'intervalle a plus l'infini, c'est-à-dire g de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle a plus l'infini. Enfin, si on a un tableau de variation comme celui-ci, la même chose, 0 est une valeur minimale sur l'intervalle moins l'infini a, c'est-à-dire g de x est négative, est positive sur l'intervalle moins l'infini a. Et 0 est une valeur maximale sur l'intervalle a plus l'infini, c'est-à-dire g de x inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle a plus l'infini. Maintenant, l'interprétation géométrique du résultat. Lorsque la limite quand x tend vers a de f de x égale à l'infini, dans ce cas, on dit que la droite d'équation x égale a est une asymptote verticale de c de f au voisinage de l'infini. Bien sûr, lorsque maintenant, l'interprétation géométrique de résultat, la limite quand x tend vers l'infini de x est égal à, on dit dans ce cas que la droite d'équation y égale a est une asymptote verticale de c de f au voisinage de l'infini. L'interprétation géométrique du résultat, la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale 0. Lorsqu'on trouve que la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale à l'infini, on sera obligé, pour déterminer l'interprétation graphique, de calculer la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x. Si cette limite vaut 0, on dit dans ce cas que c de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de l'infini. Ici, la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x vaut l'infini. Dans ce cas, on dit que c de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de l'infini. Et si on trouve que la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale un nombre réel a non nul, on sera obligé de calculer la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax. Et si on trouve comme résultat l'infini, dans ce cas, on dit que la droite d'équation y est égale à x, ou bien on dit que c de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à x au voisinage de l'infini. Maintenant, on passe à l'axe de symétrie. On dit que la droite d'équation x égale a est une axe de symétrie de c de f si f vérifié deux conditions. La première condition, pour tout x appartient à d de f, 2a moins x appartient à d de f. Par exemple, si on calcule d de f, on trouve r, par exemple.
on a, si on a par exemple la droite delta si x est égal 2, donc 2 fois 2 c'est 4 moins 1 doit être appartient à D de f qui est R. Donc il suffit de le dire. Il suffit de dire, on a pour tout x appartient à D de f, 2a moins x appartient à D de f, bien sûr en remplaçant a par sa valeur. La deuxième condition, on doit calculer f de 2a moins x et on trouve f de x. Dans ce cas, on pourra dire que la droite d'équation x égale a est une axe de symétrie de C de f. Et pour montrer que le point de coordonnées AB est un centre de symétrie de C de f, f doit vérifier deux conditions. La première condition est similaire à la condition de l'axe de symétrie, c'est-à-dire, quel que soit x appartient à D de f, 2a moins x appartient à D de f. Et la deuxième condition qui change, f de 2a moins x égale f égale de b moins f de x, ou bien f de 2a moins x plus f de x égale de b. C'est-à-dire, on calcule f de 2a moins x, et puis on calcule de b moins f de x, et on trouve des résultats similaires. L'équation de la tangente au point de coordonnées AB est la suivante. C'est une question d'habitude, c'est une question directe. L'équation est y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. On remplace on remplace x par a dans f' de x, et on remplace a par sa valeur, et f de a, on calcule f de a dans la fonction f de x, et on trouve enfin y égale ax plus b. C'est une équation d'une droite. Maintenant, la parité d'une fonction f est paire s'il vérifie deux conditions aussi. La première condition, quel que soit x appartient à D de f, moins x appartient à D de f. Pour cela, il suffit de dire que D de f est symétrique par rapport à 0. Alors, quel que soit x appartient à D de f, moins x appartient à D de f. Tout simplement, si on vous demande de montrer qu'une fonction est paire, ou bien on vous demande d'étudier la parité, il suffit de dire cette expression, ou bien d'écrire cette expression. D de f est symétrique par rapport à 0. Alors, pour tout x appartient à D de f, on a moins x appartient à D de f. La deuxième condition, on calcule f de moins x. Et si on trouve f de x, on dit dans ce cas que la fonction est paire. Alors, si f est une fonction paire, alors f change sa monotonie sur l'intervalle inverse. Par exemple, si on trouve, lorsqu'une fonction est paire, l'étude se restreint à la partie positive du domaine de définition. Si on trouve, par exemple, sur l'intervalle 1, 2, la fonction est croissante, alors sur l'intervalle inverse qui est moins 2, moins 1, la fonction va être ça va être décroissante. S'il est croissante sur l'intervalle AB, alors elle est décroissante sur l'intervalle inverse qui est moins B moins A. Donc, l'étude de la monotonie sur l'intervalle négatif du domaine de définition se déduit de la monotonie sur l'intervalle positif du domaine de définition. Et C de f, la courbe de f, va être symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Ça veut dire, si on trace la courbe de f à droite de l'axe des abscisses, sa courbe à gauche de l'axe des abscisses va être symétrique par rapport à celle qui est à droite de cet axe. Maintenant, pour montrer que f est impair, on a aussi deux conditions. La première condition, quel que soit x appartient à D de f, moins x appartient à D de f, comme avant. Ça justifié en écrivant D de f est symétrique par rapport à 0. Donc on dit en général, D de f est symétrique par rapport à 0. Alors pour tout x appartient à D de f, on a moins x appartient à D de f. La deuxième condition, quel que soit x appartient à D de f, f de moins x égale moins f de x. Maintenant, moins f de x. On calcule f de moins x et le résultat va donner moins f de x. Si f est impair, alors f ne change pas de monotonie
sur l'intervalle inverse. Ça veut dire garde la même monotonie sur l'intervalle inverse. Si on trouve par exemple sur un intervalle positif AB, f est croissante, alors f va être aussi croissante sur l'intervalle inverse qui est moins b moins a. Et s'il est décroissante sur l'intervalle AB, alors elle est aussi décroissante sur l'intervalle moins b moins a. Et sa courbe est symétrique par rapport à l'origine de repère. Donc c'est une symétrie centrale. La courbe qui est, si on trace la courbe de f à droite de l'axe des abscisses, sa courbe à gauche de l'axe des abscisses va être symétrique par rapport à O, par rapport à l'origine du repère. Les limites usuelles. Les limites du logarithme. La limite quand x tend vers 0 plus de ln de x vaut moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x vaut plus l'infini. La limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance n ln de x, soit x ln de x, soit x au carré ln de x, soit x au cube ln de x. En général, x à la puissance n ln de x vaut 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ou bien ln de x sur x au carré, ou bien ln de x sur x à la puissance 3, ou bien ln de x sur x à la puissance n en général vaut 0. Enfin, la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 égale 1, ou bien la limite quand x tend vers 1 de ln de x moins de ln de x, la limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x vaut aussi 1. Maintenant, les limites usuelles de la fonction exponentielle. La limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x est 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n exponentielle x, c'est 0. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x, ou bien x au carré exponentielle x, en général, x à la puissance x, x à la puissance n exponentielle x vaut 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x à la puissance n vaut plus l'infini. Exponentielle x sur x, ou bien exponentielle x sur x à la puissance n'importe quel nombre vaut plus l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x vaut 1. On passe maintenant aux propriétés fondamentales du logarithme et de l'exponentielle. ln de a fois b, ou bien ln de x fois y égale ln de x plus ln de y. ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. ln de x sur y, c'est ln de x moins ln de y. Enfin, ln de x à la puissance r, c'est r ln de x. On n'oublie pas un cas particulier qui est ln de racine de x, c'est 1 sur ln de x. Maintenant, exponentielle x fois exponentielle y, c'est exponentielle x plus y. 1 sur exponentielle x, c'est exponentielle moins x. Exponentielle x sur exponentielle y, exponentielle x moins y. Exponentielle x à la puissance r, c'est exponentielle rx. Les propriétés. Les propriétés de la fonction logarithme à base a, ou bien exponentielle à base a. Log à base a de x, c'est ln de x sur ln de a. En utilisant cette définition, on peut travailler sur n'importe quelle fonction logarithme à base a. En particulier, logarithme décimal, c'est le logarithme log a. Log x, c'est la logarithme décimale. Ou bien on écrit log à base 10 de x. C'est un cas particulier de la logarithme à base a, c'est-à-dire log x, c'est ln de x sur ln de 10. Maintenant, la fonction exponentielle à base a à la puissance x, c'est exponentielle x ln de a. Si on a x en puissance, on pourra la transformer en exponentielle x ln de a, et on travaille comme on fait le travail similaire à un travail sur une fonction exponentielle népérienne directement. Maintenant, si on a une suite liée à une fonction, pour montrer que un est comprise entre a et b, ou bien seulement un supérieur à a, ou bien un inférieur à b, on utilise une démonstration par récurrence qui se compose de deux parties. La première partie, c'est l'initialisation. Pour n égale 0, ou bien pour n égale 1, si on travaille sur n étoile, le premier, on commence par pour n égale 1,
Ici, on travaille sur l'ensemble n. On commence par pour n égale 0. Pour n égale 0, on va voir u0 égale à a, un nombre quelconque, alpha. Et puisque alpha est comprise entre a et b, alors la propriété est vraie pour n égale soit 0, soit 1. Puis, on écrit n appartient à n ou bien n étoile, selon ce qu'on a. On suppose que un est comprise entre a et b et on montre que un plus 1 est comprise entre a et b. Si la suite est liée à la fonction f, on commence par ce qu'on a supposé. On a un est comprise entre a et b. Et puisque la fonction f est croissante sur l'intervalle ab, on fait entrer f. Si la fonction est décroissante, on entre f et on change l'ordre. Mais si la fonction est croissante, on garde le même ordre, c'est-à-dire f de u1 est comprise entre f de a et f de b. On remplace f de a par sa valeur. Si on trouve a, tant mieux. Et on remplace f de b par sa valeur. Si on trouve b, tant mieux. Et f de un, c'est un plus 1. Et on trouve que un plus 1 est comprise entre a et b. Des fois, pour calculer f de a, on ne trouve pas a, mais on pourra trouver un nombre qui est supérieur à a. Ça va donner par transitivité a. Ici, on calcule f de b et on ne trouve pas b exactement. Alors, on va trouver un nombre qui est supérieur à f de b. Et pour cela, ça sera supérieur à b. Pour cela, par transitivité, on aura un plus 1 inférieur égal à b. Et on pose la conclusion. Maintenant, pour montrer qu'une suite est croissante ou bien décroissante, ou bien on étudie la monotonie de suite, lorsqu'il est lié à une fonction, on s'intéresse, on cherche la question de l'étude de la position relative entre C de f et la droite d'équation y égale x, et on déduit à partir de la position relative la monotonie de la suite. Et si un est une suite croissante et majorée, cela veut dire que un est convergente. Et s'il est décroissante et minorée, alors on pourra dire aussi qu'elle est convergente. Les 5 conditions pour déterminer la limite de la suite UN. Pour déterminer, dans ce cas, la limite de la suite UN, on a 5 conditions. La première condition, UN doit être convergente. La deuxième condition, UN plus 1 égale f de UN. La troisième condition, U0 appartient à l'intervalle AB. L'intervalle dont on a montré que UN l'appartient. La condition suivante, c'est f de AB est inclus dans l'intervalle AB. Cela veut dire, et bien sûr, la dernière condition, f est continu sur AB. Cela veut dire que l'équation f de x est égale que la limite de un est la solution de l'équation f de x est égale x. Bien sûr, les 5 conditions, il suffit de les écrire, parce qu'ils seront déjà vérifiés dans les questions précédentes. On passe maintenant aux intégrales. L'aire de la partie située entre C de f et l'axe des abscisses, l'axe OX c'est l'axe des abscisses, et les deux droites d'équation x égale a, x égale b, et l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx, et on n'oublie pas l'unité d'aire. Si on a l'unité 1 cm, on doit multiplier par 1 fois 1 cm². Et si on a l'unité, c'est 2 cm, on multiplie enfin par 2 fois 2 cm². Bien sûr, on va voir si f est positif sur l'intervalle AB, alors on enlève la valeur absolue. Et si on a f est négatif sur l'intervalle AB, on remplace la valeur absolue de f de x par moins f de x. Et on calcule l'intégrale. Ce sera le résultat de l'aire. Maintenant, si on veut calculer l'aire de la partie située entre C de f et une droite delta, et les deux droites d'équation x égale a, x égale b, l'aire de ce domaine est l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x moins y dx, et on n'oublie aussi pas l'unité d'aire. Et pour enlever la valeur absolue, on doit étudier, on doit savoir est-ce que f de x moins y est négatif ou bien positif.
ça sera, ce signe est lié à la partie de la position relative de C de f et la droite. Maintenant, si on veut calculer l'aire située entre deux courbes de deux fonctions C de f et C de g, et les deux droites d'équation x égale a, x égale b, l'aire du domaine, c'est l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x moins g de x fois d de x fois l'unité d'aire. Maintenant, si f est une fonction et f sa fonction primitive, alors l'intégrale de a à b de f de x dx, si on compte la fonction primitive de petit f qui est grand F, on met les crochets et on met entre crochets la fonction primitive et on remplace par b moins, puis on remplace par a. Enfin, f est une pour montrer que grand F est une fonction primitive de petit f, il suffit de dériver grand F. Si on trouve petit f, dans ce cas, on dit que grand F est une fonction primitive de la fonction petit f.